Eh bien, bonjour à tous. Merci de venir nous retrouver pour participer à cette nouvelle conférence, ce troisième rendez-vous auquel vous allez pouvoir tous participer. Vous êtes connectés des 33 pays dans lesquels les collaborateurs Cardiff se trouvent et c'est super de pouvoir vous retrouver à nouveau. Troisième conférence, comme je vous le disais, nous allons parler de quoi? Eh bien, sachez-le, je vous le rappelle, si c'est votre première conférence à laquelle vous participez, que BNP Paribas Cardiff a décidé de s'engager pour la prévention des risques liés au surpoids et à l'obésité. Troisième conférence, juste à titre de rappel, pour laisser les collaborateurs se connecter tranquillement jusqu'à midi 5, juste à titre de rappel, je voulais vous parler de cette toute première conférence qui a eu lieu le 3 février dernier. Et là, nous étions avec le directeur France de l'UNICEF, parce que la volonté de BNP Paribas Cardiff, eh bien, c'est aussi avec l'UNICEF de faire de la prévention auprès des enfants, mais obligatoirement auprès des parents. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Laurence Ontaret, qui est avec nous. Laurence, qui est responsable prospective et RSE. Laurence interviendra juste avant le professeur Deschlot qui est là aussi, qui était avec nous aussi à la dernière conférence. Souvenez-vous, si vous étiez avec nous, cette conférence qui a eu lieu le 12 mars dernier et qui nous a permis de pouvoir rencontrer le comité scientifique. Alors, plusieurs personnes, comme le professeur Deschlot, sont intervenues pour se présenter. Il y en avait dans différents pays. C'est le comité scientifique qu'a mis en place le professeur Deschlot qui est avec nous. L'idée, c'était de partager les meilleures informations scientifiques sur le surpoids et l'obésité pour assurer la cohérence du programme sur l'obésité au niveau mondial. Là, c'est un engagement mondial. Les 33 pays dans lesquels les collaborateurs de Cardiff se trouvent sont connectés avec nous. Juste encore là, avant de laisser la parole à Laurence et au professeur Deschlot, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas véritablement une conférence, c'est pratiquement une formation à laquelle vous allez pouvoir assister et pendant laquelle vous allez pouvoir poser vos questions. En effet, si vous regardez votre écran, dans le bas de votre écran, il y a un petit utilitaire qui se trouve dans le bas à droite, qui forme deux petites bulles. Vous cliquez, vous posez votre question et les équipes techniques qui se trouvent derrière, il y a plein de monde, sachez-le, parce que pour se connecter avec 33 pays, il faut toute une organisation derrière. Eh bien, sachez-le que derrière cette équipe technique récupère vos questions et à la fin de la présentation du professeur Deschlot, c'est-à-dire dans les alentours de 12h35, eh bien, nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Si ce sont des questions dans le domaine médical, bien sûr, c'est le professeur Deschlot qui s'en chargera, mais par contre, vous avez peut-être aussi des questions à poser par rapport à ce que à l'engagement de Cardiff, ou alors qu'est-ce que nous attendons aussi de vous pour participer et pour prévenir sur les risques liés au surpoids et à l'obésité. Voilà, 12h03, vous venez de nous retrouver, c'est super, vous allez participer à cette troisième conférence. J'en profite aussi pour rappeler à vous tous que si c'est la première conférence à laquelle vous assistez, sachez que les deux précédentes, celle du mois de février, celle du mois de mars, sont disponibles en replay. Si vous voulez aussi partager avec d'autres collègues, d'autres collaborateurs, eux aussi peuvent se connecter en replay pour participer et pour découvrir ces trois conférences. Celle d'aujourd'hui sera aussi disponible en replay incessamment sous peu, juste à la fin de cette conférence, c'est-à-dire dans les alentours de 13h. Je voulais aussi, puisqu'il me reste une petite minute, saluer Amélie Guelton, Amélie qui est avec nous. Bien sûr, puisque Amélie s'occupe de toute l'organisation, elle est responsable des équipes RSE Corporate, et Léna, c'est elle qui va récupérer les questions et qui les posera soit à Laurence si ce sont des questions pour Cardiff, soit au professeur Deschlot si ce sont des questions plus sur le domaine de la prévention des risques liés au surpoids et à l'obésité. Donc une conférence qui va commencer dans quelques instants, mais je pense que lors des premières conférences, Stanislas Chevalier, directeur général adjoint, responsable de la transformation et du développement qui était avec nous, il n'est pas là aujourd'hui, mais peut-être qu'il nous regarde et peut-être qu'il interviendra à un moment. En revanche, Laurence était tout le temps au rendez-vous avec nous. Alors Laurence, bonjour, merci de participer à la troisième conférence, je pense, et puis merci de nous dire et de nous rappeler un peu pourquoi BNP Paribas Cardiff s'engage dans ce domaine dangereux, quelque chose qui touche énormément de monde aujourd'hui, qui est l'obésité. Pourquoi BNP Paribas Cardiff a choisi de choisir ce sujet sur l'obésité?
Merci Patrick, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à soutenir cette action. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'obésité et le surpoids sont un facteur majeur de santé publique dans tous les pays où Cardiff se trouve. C'est une condition de santé qui à la fois, qui surtout réduit la durée de la vie. Et nous, en tant qu'assureurs vie, comme je l'avais expliqué plus longuement lors des précédentes conférences, nous sommes intéressés au premier chef, aussi parce que nous tenons à soutenir nos collaborateurs, nous tenons à soutenir toutes les personnes qui se trouvent confrontées à ce fléau qui est galopant. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont concernées aujourd'hui dans le monde et on prévoit de doubler en quelques années. Donc voilà pourquoi. Aussi parce qu'aucun concurrent ne s'est emparé de ce sujet de la façon dont nous allons le faire. Notre objectif, clairement, c'est agir au meilleur moment pour prévenir le risque d'obésité en agissant sur les troubles du comportement alimentaire, ce que va d'ailleurs développer le professeur Deschlott plus largement. Nous avons 3 axes d'action: l'information, l'éducation, la prévention, et beaucoup autour des outils d'autodiagnostic, et puis des outils de monitoring, de soins et de parcours personnalisés qui vont être développés et testés au cours des différents programmes qui vont être lancés. Donc voilà, très brièvement, je voulais juste rappeler ce cadre. C'est un cadre qui sert notre mission d'accessibilité, de rendre l'assurance plus accessible. Sert notre mission d'être aux côtés de nos collaborateurs, de nos assurés, de tous les individus qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie, et c'est de lutter contre un fléau qui non seulement est très présent, mais qui est en train de se développer à vitesse exponentielle. Donc je n'en dirai pas davantage parce que c'est le professeur Deschlott maintenant qui va intervenir. Merci encore à tous. Et merci pour tous vos messages. Amélie et moi-même avons reçu de nombreux messages ensuite aux 2 premières conférences. C'est vraiment grâce à tous les collaborateurs de Cardiff que ce programme va trouver son sens. Ce n'est pas seulement un programme qui est décidé en centrale. D'ailleurs, l'accessibilité à l'assurance, c'était à l'origine dans la stratégie RSE un sujet qui était une demande qui était sortie de nos ateliers avec les collaborateurs. Donc c'est important que voilà, vous restiez tous mobilisés, que vous aidiez à faire que Cardiff se distingue sur cette cause grâce à des appuis de grand renom. Et je laisse donc le professeur Deschlott continuer. Merci. Voilà, juste avant, je rappelle, Laurence, que tu es responsable prospective et RSE. Laurence, tu restes avec nous si vous avez des questions pour savoir quel est l'engagement de Cardiff par rapport à l'obésité, comment vous pouvez intervenir pour essayer de prévenir vos proches sur ce souci qui est l'obésité. N'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le petit outil de chat qui se trouve dans le bas de votre écran. Je vous rappelle aussi que cette émission est enregistrée, qu'elle sera disponible en replay juste à la fin de cette conférence dans les alentours de 13h. Professeur, bonjour, vous êtes avec nous, vous êtes à Rouen, en Normandie, je le rappelle, en France, puisqu'il y a 33 pays qui sont connectés. Merci encore, professeur, d'être avec nous, de participer avec nous à cette 2e conférence. Avec aujourd'hui, pendant cette conférence, eh bien, nous allons en apprendre davantage sur les troubles de l'alimentation avec vous, parce que selon vous, eh bien, les TCA, alors qu'est-ce que les TCA? Ce sont les troubles du comportement alimentaire, ont un rôle majeur dans l'apparition du surpoids et de l'obésité, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui avec vous, professeur. Ravi de pouvoir vous retrouver et de pouvoir vous écouter. Bien, merci Patrick pour ces mots d'introduction. Merci Laurence et Amélie pour la démarche. Donc effectivement, pour ceux qui n'ont pas pu assister aux premières conférences, je suis médecin au CHU de Rouen, à l'hôpital universitaire de Rouen, directeur d'un service de nutrition très spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Et je dirige également une équipe de recherche de l'INSERM qui est très investie sur ce sujet depuis de nombreuses années, et je pense que c'est un peu à ces différents titres
que Cardiff a fait confiance à notre équipe pour faire des propositions dans le cadre que vient d'indiquer Laurence. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de la façon dont nous pouvons ensemble essayer de faire face à ce défi des troubles du comportement alimentaire et de l'obésité. Et donc, ça va être aujourd'hui une première, parce que je vais vous présenter les premières étapes du programme NutriActis que nous avons conçu avec notre équipe pour répondre à cette démarche de Cardiff. Alors, d'abord, peut-être, voilà les quelques points que je vais balayer avec vous. Donc, quelques mots de définition, de quoi parle-t-on, bien sûr. Quelques mots d'épidémiologie, c'est-à-dire la fréquence des troubles dont il est question. Et puis, on verra ensuite comment on peut dépister, comprendre les mécanismes de survenue de ces dérèglements de la prise alimentaire. Et bien sûr, le point clé qui sera les premières présentations des grandes lignes de ce programme NutriActis. Donc tout d'abord, quelques mots de définition. Eh bien, il y a 3 grands types de troubles du comportement alimentaire. Un trouble du comportement alimentaire, c'est à la fois un dérèglement de la capacité à s'alimenter normalement, qui a donc des conséquences physiques et psychologiques, et c'est aussi un dérèglement de la façon dont on perçoit son image corporelle, dont on perçoit son poids. Vous connaissez tous l'anorexie mentale, qu'on appelle anorexia nervosa en anglais. Ces 3 critères diagnostiques, c'est l'existence donc d'une réduction importante des apports énergétiques par rapport aux besoins, ce qui amène logiquement à une dénutrition avec un indice de masse corporelle, le BMI, inférieur à 18,5. Le deuxième critère, c'est cette peur intense et très envahissante et persistante de prendre du poids, ce qui bien sûr retentit sur la capacité à s'alimenter. Enfin, il y a une déformation de la perception du poids et de l'image corporelle. C'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie, qui est très angoissante pour ces patients. Alors, la sévérité de l'anorexie mentale, elle est bien sûr fonction de la baisse de BMI. Il y a 2 types, restrictifs purs ou mixtes, où il y a des comportements de compensation, type vomissement, prise de laxatifs. Donc, premier grand type typique, l'anorexie mentale. Le deuxième TCA, donc trouble du comportement alimentaire typique, c'est la boulimie, boulimia nervosa en anglais, ou en latin d'ailleurs, qui donc est caractérisée par la survenue de crises boulimiques, donc des compulsions alimentaires massives, au moins une fois par semaine depuis 3 mois, avec des comportements compensatoires inappropriés à chaque crise pour prévenir la prise de poids, des vomissements provoqués, un abus de laxatifs. Et puis, comme dans l'anorexie, il y a une surestimation, un surinvestissement sur l'image corporelle et le poids qui est envahissant, obsessionnel. Et là, on définit la sévérité de la boulimie par le nombre de crises chaque semaine. Le troisième type, la troisième forme de TCA typique, c'est l'hyperphagie. Alors, binge eating disorder, en anglais, se traduit par hyperphagie boulimique typique. Donc, ce sont des grosses crises de consommation alimentaire, au moins une fois par semaine pendant 3 mois, donc quelque chose de récurrent, avec différents symptômes associés, par exemple, aller beaucoup plus loin que la normale en termes de quantité, se sentir très inconfortable après avoir mangé parce qu'on est trop rempli, éventuellement manger des quantités alimentaires discordantes avec la faim qui n'est pas à ce point-là, et puis également de se sentir mal à l'aise avec la façon dont on mange autant par rapport aux autres, hein. Et parfois même, il y a des patients décrivent du dégoût, de la dépréciation de soi-même, une tristesse, de la culpabilité. La différence, donc vous l'avez compris, entre le binge eating disorder, entre l'hyperphagie et la boulimie, c'est que dans le binge eating, il n'y a pas d'usage de comportement compensatoire et donc le poids augmente inexorablement et on définit la sévérité de l'hyperphagie par le nombre d'épisodes de compulsion. Donc, vous voyez 3 formes principales, mais il est important de dire tout de suite, on va y revenir, qu'il y a beaucoup plus de formes moins typiques, moins marquées, mais qui sont au moins aussi fréquentes.
Et donc, sur ce diagramme, on vous propose une vision un peu simplifiée des troubles du comportement alimentaire. Je vous ai montré les 3 formes typiques, anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, qui sont les formes officielles, si on peut dire, définies par la classification américaine DSM-5. Il faut y ajouter d'autres formes moins typiques, des comportements de restriction alimentaire, et l'ensemble va définir des catégories de TCA restrictifs. Donc, on ne mange pas assez, donc on perd du poids. Donc là, on est bien dans une situation de sous-nutrition, de malnutrition, avec un BMI qui est bas. Au milieu, il y a plusieurs variantes de formes boulimiques qui vont donc définir des comportements boulimiques. Et puis à droite, vous voyez, avec l'hyperphagie typique, il y a aussi beaucoup d'autres formes d'hyperphagie moins typiques, des possibilités d'hyperphagie la nuit par exemple, ou toute autre forme de grignotage. Tout ça, ça va définir la catégorie large des comportements compulsifs. Et bien sûr, comme je le disais, ça nous mène au surpoids, à l'obésité, avec un BMI qui est élevé. Donc, une fois qu'on a mis en place un petit peu le décor avec les 3 formes typiques et les formes atypiques et formes atténuées qui constituent ces 3 grands groupes restrictifs, boulimiques et compulsifs, voyons un petit peu quelle est leur fréquence. Alors, on parle en épidémiologie de prévalence. La prévalence, c'est à un moment donné où on fait l'étude, le pourcentage de la population étudiée qui a le trouble. Voilà. Alors, on retrouve ici le petit code couleur de tout à l'heure, la sous-nutrition à gauche avec des IMC qui peuvent être malheureusement très bas, en dessous de 15, 12, 10, parfois une dénutrition très très grave, la zone normale où se situent en général les formes boulimiques, et le surpoids entre 25 et 30 d'IMC, et l'obésité de plus en plus sévère au fur et à mesure où l'IMC ou BMI augmente. Si on prend les formes typiques, ici au milieu d'anorexie, de boulimie et d'hyperphagie boulimique, vous voyez qu'on est frappé par le fait qu'il y a souvent plus de cas chez les femmes que chez les hommes. C'est la réalité clinique, c'est la réalité biologique, aussi bien pour l'anorexie mentale que pour la boulimie et que pour l'hyperphagie. Si on prend une définition, cette fois-ci moins stricte des TCA, on prend des formes atypiques, atténuées, là on a encore au moins autant de TCA que dans les formes typiques. Et si on prend la prévalence totale de toutes les formes typiques, atypiques, débutantes, vous voyez, toutes ces petites choses qui commencent et qui ne sont pas encore aussi évidentes que dans les livres, comme on dit parfois en médecine, eh bien là, on a un cadre encore plus large. Alors, qu'en est-il des chiffres actuels au niveau français et international? Quelques exemples. Nous avons réalisé une collaboration avec la cohorte Nutrinet il y a maintenant 2-3 ans qui a permis de screener, de dépister les TCA chez près de 50 000 patients avec un questionnaire que je vais vous réexpliquer tout à l'heure. Eh bien, on avait 14% de cet échantillon qui avait d'ores et déjà un TCA. Vous voyez que les formes compulsives sont de loin les plus fréquentes, plus de la moitié des TCA. Ensuite viennent les formes boulimiques et enfin les formes restrictives. Et puis il y a un certain nombre de formes qu'on ne sait pas très bien classer sur des questionnaires automatiques, on va dire. Donc on peut dire qu'en France, à peu près 14% de la population adulte a un TCA et on sait que c'est plus élevé chez les adolescents et chez les adultes jeunes. Qu'en est-il au niveau mondial? Eh bien, Marie Galmiche, qui travaille dans notre équipe, a publié un important travail il y a 2 ans dans la revue américaine de nutrition clinique, montrant que c'est près de 20% des femmes et 14% des hommes qui ont, au niveau mondial, un TCA, tout type confondu, typique, atypique, débutant, etc. Si on prend des formes un peu plus typiques qui nous permettent de mieux distinguer les hommes et les femmes pour chaque sous-type, vous voyez qu'on retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, une prédominance féminine avec des prévalences qui sont 2 à 3 fois plus élevées pour certains types comme l'anorexie mentale, alors que pour d'autres types, on est à un sexe ratio assez proche de 1 pour 1.
Donc au total, vous voyez, là, avec une définition de forme un peu plus stricte, un peu plus typique, on est entre 10 et 20%. Alors, arrêtons les querelles d'experts entre les formes typiques et les formes atypiques. Ce qui compte, je trouve, c'est plutôt les formes larges, parce que c'est intéressant d'attaquer le plus tôt possible, de dépister le plus tôt possible, au moment où justement le trouble commence à apparaître, avant qu'il ne soit évident. Il semble bien qu'il y ait quelques différences selon les continents. On manque encore de données récentes, mais clairement, le continent américain, nord et sud-américain, semble plus affecté que les pays européens, au moins sur quelques formes typiques pour lesquelles on a des données comparatives. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe au fil des années. Laurence le disait tout à l'heure, malheureusement, l'obésité est en forte progression au niveau international. C'est le miroir, en fait, de la progression des troubles du comportement alimentaire. En haut à droite, nous avons ici l'augmentation du pourcentage de la population française touchée par l'obésité entre 1980 et 2012. Vous voyez qu'on a multiplié par 3 la proportion de la population française adulte touchés par l'obésité en 30 ans. Eh bien, il en est de même des TCA. 2 exemples. Un exemple au Japon, où 3 études successives ont été faites avec la même méthodologie à 10 ans d'intervalle. Et vous voyez que l'ensemble de tous les TCA en bleu a connu une augmentation absolument épouvantable, donc multipliée par 6, voire multipliée par 10 en une vingtaine d'années, et ça touche quasiment tous les sous-types de troubles du comportement alimentaire. De façon plus globale, dans le travail de Marie Galmiche que je mentionnais tout à l'heure, nous avons comparé les données de prévalence dans les débuts des années 2000, au milieu des années 2000 et au milieu des années 2015, et vous voyez que là aussi on passe de 4 à presque 6 et jusqu'à 8% avec ces critères de définition-là. Donc malheureusement, force est de constater que dans la plupart des pays du monde dans lesquels on a des données, on a une augmentation de x2 ou x3 de la prévalence des troubles du comportement alimentaire depuis une vingtaine d'années. À quel âge devient-on atteint d'un trouble du comportement alimentaire? Disons-le, à tout âge, c'est possible, mais c'est quand même plus des maladies de l'adolescent et de l'adulte jeune. On voit ici sur cette étude déjà un petit peu ancienne que l'anorexie en rouge survient plutôt entre 15 et 20 ans, plus rarement après, mais ça reste possible, que la boulimie à un âge de survenue un peu plus étalé peut commencer même à 40 ans, et que les formes d'hyperphagie diverses qu'on voit sur les courbes du haut montrent bien que la maladie peut survenir à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Mais on voit bien quand même que c'est dans entre 15 et 30, 35 ans que l'immense majorité des cas de TCA va survenir. Dernier point, je le rappelle, les TCA touchent plus les femmes que les hommes, vous voyez aux alentours de 20% contre 15% chez les hommes, mais 15%, c'est loin d'être négligeable, messieurs, et donc les problèmes d'obésité et de comportement alimentaire, ça ne concerne pas que les femmes, beaucoup d'hommes sont également concernés. Alors pourquoi tombe-t-on malade de troubles du comportement alimentaire? Eh bien, on distingue des facteurs de risque, des facteurs déclenchants, et puis des facteurs d'entretien de maladies qui s'enchevêtrent les unes avec les autres. Dans les facteurs de risque, il y a clairement une vulnérabilité génétique. Il y a des familles où il y a un peu plus de risque de développer un TCA. Il y a des facteurs psychologiques qu'on connaît assez bien. C'est des gens un peu trop préoccupés sur la maigreur, la minceur, qui sont trop préoccupés par la question sur l'estime de soi, les émotions négatives, souvent des tempéraments anxieux, dépressifs. On sait qu'il y a des facteurs biologiques qu'on continue d'ailleurs à identifier. Et puis, il y a quelques facteurs sociaux, culturels, le fait d'être un peu trop envahi par des messages excessifs sur le poids, sur la minceur, sur le healthy eating. Tout ça, ça peut finalement fragiliser sur le plan psychologique. Et beaucoup de ces facteurs de risque sont les mêmes dans tous les cas de TCA, que ce soit restrictif, mixte ou compulsif.
On observe également, quel que soit le type de TCA, souvent ce qu'on appelle des comorbidités. Comorbidité, ça veut dire les maladies qui sont associées à, les troubles qui sont associés à. On va avoir beaucoup de troubles fonctionnels digestifs, beaucoup de troubles anxieux et dépressifs, des anomalies de la qualité de vie, des modifications bien sûr de la corpulence, des traits de perfectionnisme, d'obsession. Tout ça, c'est très caractéristique des dérèglements qu'on observe au cours des troubles du comportement alimentaire. Les patients nous disent « ça me prend la tête ». Je suis envahi par les pensées autour du poids, de l'obésité. Je suis sans arrêt en train de me peser, de faire attention, de faire des régimes et je reprends et je repère, etc. Ça, c'est très caractéristique. Il faut bien comprendre qu'il y a un chevauchement, vous l'avez déjà repéré tout à l'heure avec la courbe d'IMC, il y a un chevauchement entre les troubles du comportement alimentaire et l'obésité. L'obésité qui se définit donc avec un BMI supérieur à 30 dans la plupart des pays, sauf au Japon où on définit l'obésité à partir d'un IMC supérieur à 25. Et il y a beaucoup de facteurs de risque en commun. Et il est bien montré que le fait d'avoir eu ou d'avoir un trouble du comportement alimentaire dans sa vie augmente fortement le risque de développer une obésité. Regardons ensemble cette petite courbe en bas. Vous voyez que sur une dizaine d'années, les auteurs ont regardé l'évolution de l'obésité dans la population observée selon qu'on avait ou pas tel ou tel type de trouble du comportement alimentaire. En fait, quel que soit le type, vous voyez la courbe en noir, ça regroupe tous les types de TCA. On peut voir qu'en 10 ans, les patients qui ont un TCA risquent de passer à 10-12% d'obésité à 30% d'obésité. Donc il y a vraiment un impact très direct des TCA sur le risque de devenir obèse, sauf peut-être dans l'anorexie mentale restrictive, encore que là on manque de recul. Mais évidemment, dans l'hyperphagie, binge eating disorder, vous voyez que là, à tous les coups, quasiment les patients sont obèses, puisqu'il y a une évolution très rapide des troubles compulsifs vers l'obésité. Et comme les troubles compulsifs sont les plus fréquents, on va observer que donc, chez l'adolescent, on a beaucoup de troubles anorexiques boulimiques, on a relativement peu d'obésité, mais rapidement, chez le jeune adulte, la proportion de jeunes adultes obèses augmente. Et chez l'adulte, on voit qu'il y a un grand chevauchement entre le fait d'avoir un trouble du comportement alimentaire et le fait d'être adulte, parce qu'à ces âges-là, ce sont les troubles compulsifs, l'hyperphagie, qui sont les plus fréquents. Donc voilà, on a des maladies fréquentes en pleine augmentation et on voit bien le lien très direct qu'il y a entre le dérèglement du comportement alimentaire et le risque de développer l'obésité. Alors, l'importance, on l'a vu, c'est d'agir le plus tôt possible. Pour ça, il faut faire du dépistage. Alors, heureusement, le dépistage est relativement simple. Nous disposons d'un outil qui est le questionnaire SCOFF. Quel drôle de nom. Ce drôle de nom a été créé il y a une vingtaine d'années par un psychiatre anglais qui a développé ce questionnaire avec les 5 lettres Sick, Control, One Stone, Fat, Food. C'est un questionnaire très simple, très rapide. Il y a seulement 5 questions et ça repère vraiment très bien les patients qui ont très certainement un TCA. Les 5 questions, les voilà dans leur formulation anglaise que je traduis en français. Est-ce que vous vous faites vomir parce que vous vous sentez vraiment un sentiment de trop-plein? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez? Avez-vous perdu récemment plus que 1 stone? Alors, 1 stone, excusez-moi, les Anglais ont des unités, on les aime bien, mais ils ont des unités un petit peu bizarres. 1 stone, c'est 14 pounds et c'est en fait 6 kilos. Donc, est-ce que vous avez beaucoup maigri récemment, pour faire simple? Diriez-vous que vous vous sentez gros alors que les autres disent que vous êtes mince? Et enfin, diriez-vous que la nourriture, food, domine votre vie, ce côté obsessionnel? Je vous laisse regarder ces 5 questions un instant. Si vous répondez oui à n'importe laquelle de ces questions une fois, c'est peut-être déjà un TCA débutant, mais si vous répondez oui 2 fois à l'une ou l'autre, enfin, à 2 de ces 5 questions, il est très probable qu'il y a déjà un trouble du comportement alimentaire. Nous avons validé ce questionnaire en français. Il est maintenant utilisé dans quasiment tous les pays du monde.
Nous avons même amélioré le dépistage à partir du SCOF en développant un algorithme qui s'appelle Expalist, un algorithme d'orientation diagnostique, finalement qui combine les réponses oui, non aux 5 questions du SCOF que nous venons de voir, avec le niveau de BMI, trop bas, dénutrition, normal ou trop élevé, surpoids, obésité. Et avec ça, en quelques secondes, l'algorithme peut dire « Ah, vous avez très probablement un trouble du comportement alimentaire restrictif ou compulsif ou mixte ou un TCA mais qu'on ne sait pas très bien classifier uniquement sur un algorithme. Il faut une consultation médicale de toute façon pour confirmer le diagnostic. » Donc on peut faire du dépistage facilement, rapidement. Après, bien sûr, il faudra faire quelque chose. On ne peut pas se contenter de dépister. On va y revenir avec le programme NutriActis en fin de présentation. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut aussi commencer à essayer de comprendre pourquoi le comportement alimentaire se dérègle. Alors, on ne va pas tout voir aujourd'hui. Il est possible qu'on vous propose un peu plus tard à nouveau une ou deux autres conférences pour mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement de notre comportement alimentaire et les mécanismes du dérèglement et aussi, bien sûr, les pistes de traitement. Pour aujourd'hui, seulement quelques mots sur ce mécanisme. Quand on dit physiopathologie, c'est les mécanismes du dérèglement, comment on passe du comportement au trouble. Je vous ai parlé tout à l'heure des facteurs de risque, je n'y reviens pas. On sait qu'il y a des facteurs déclenchants, on ne tombe pas malade par hasard dans un trouble du comportement alimentaire. On va souvent retrouver des facteurs liés au stress, à l'anxiété, des facteurs liés à l'alimentation. Ça peut être des régimes restrictifs totalement inadaptés qui vont dérégler le système, ou au contraire une alimentation à la junk food, comme on dit, hein, un peu trop à l'américaine, trop riche, trop grasse, trop sucrée, qui va dérégler également les choses. Parfois, ce sont des infections, des maladies qui surviennent entre deux, ou un événement traumatique. Hélas, tous les malheurs de la vie peuvent déclencher des troubles du comportement alimentaire. Et donc, ces facteurs déclenchants sur un terrain à risque, dont on a parlé tout à l'heure, peuvent faire survenir le trouble du comportement alimentaire. Et ensuite, on connaît maintenant un certain nombre de facteurs d'entretien qui vont contribuer à faire une sorte de cercle vicieux entre le dérèglement alimentaire, ses conséquences nutritionnelles et psychiatriques, et puis toute une série de choses qui fonctionnent moins bien. Par exemple, il y a souvent des addictions associées, des troubles anxio-dépressifs, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, ce qu'on appelle l'intestin irritable. Et puis tout ça va s'accompagner de façon variable selon les formes restrictives ou compulsives, de complications dentaires par exemple, notamment chez les personnes qui souffrent de vomissements répétés, des complications métaboliques, du diabète par exemple chez les personnes qui deviennent obèses, des complications hormonales, gynécologiques, endocriniennes un peu générales et beaucoup de troubles digestifs. Bon, voilà quelques grandes lignes. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail et nous vous fournirons, dans le cadre du programme NutriActis, des outils d'information, des supports de connaissances pour aller plus loin. Alors, donc, professeur, nous allons rentrer dans quelques instants dans la présentation de ce programme NutriActis. Je vous laisse un petit peu vous reprendre parce que cette prestation, cette conférence est vraiment de qualité. Elle est pédagogique, elle est très très simple à comprendre. Merci de vous adapter à nous, professeurs. Je rappelle que si vous venez de nous retrouver, eh bien c'est la 3e conférence décidée, choisie par BNP Paribas Cardif, qui, je vous le rappelle, s'engage pour la prévention des risques liés au surpoids et à l'obésité. Nous sommes avec le professeur Deschlot. Nous allons parler dans quelques instants du programme NutriActis. Mais je vous rappelle, vous qui venez peut-être de vous connecter, vous avez la possibilité de pouvoir poser des questions au professeur Deschlot. Ces questions lui seront posées dans quelques instants. Comment procéder? Comment poser vos questions? Regardez bien dans le bas de votre écran un petit outil, une petite bulle, une petite icône qui se trouve dans le bas à droite. Vous cliquez, vous posez votre question. Toutes les équipes qui sont derrière en régie récupèrent la question et elles seront posées soit à Laurence qui est avec nous aussi, Laurence qui est responsable Laurence qui est responsable
de la prospective et de la RSE pour BNP Paribas Cardiff. Elle est avec nous et le professeur qui répondra à toutes vos questions sur le sujet de l'obésité. Voilà, reprenons le fil de notre conférence. Découvrons avec le professeur Deschlot à partir de maintenant le programme Nutriactis. Merci Patrick. C'est un peu cruel de faire ce teasing pour nos orateurs, pour nos auditeurs. Mais voilà. Donc, Nutriactis, ça va être un programme qu'on va vous proposer sur quelques temps, sur plusieurs années, qui va être développé progressivement dans de nombreux pays avec un site Internet dédié qui permettra d'avoir deux parties. Une partie de documentation, j'y faisais allusion, avec la présentation du projet, des résumés sur l'obésité, les troubles du comportement alimentaire, les facteurs de risque, une rubrique questions-réponses, et puis vous allez pouvoir poser des questions. Je vais y revenir tout à l'heure en vous communiquant l'adresse. Et dans un deuxième temps, une fois que vous aurez bien compris l'enjeu, vous serez invité à rentrer dans l'action de dépistage, de prise en charge pour vous-même, pour vos proches, ensuite sans doute pour vos assurés, avec de l'auto-évaluation, de la prévention et des outils d'auto-aide. Alors ce programme, il va être créé à assez court terme en France avec notre équipe de recherche et ensuite étendu d'ici la fin de l'année 2021 au début 2022 dans différents pays avec bien sûr toutes les adaptations linguistiques qui sont nécessaires et avec le partenariat d'équipes scientifiques et médicales dans chacun de ces pays. Alors, les objectifs de Nutriactis, vous l'avez compris, c'est des objectifs généraux, bien sûr, de détection, de dépistage précoce des troubles du comportement alimentaire et de l'obésité. S'il n'y a pas de trou, tant mieux, à ce moment-là, on proposera des programmes de prévention. Et s'il y a déjà un trouble nutritionnel, une obésité, eh bien, nous proposerons un accompagnement à travers des packages d'éducation, d'auto-évaluation pour vous orienter vers une prise en charge adaptée. Donc, les outils de questionnaire de dépistage, je vous les ai présentés, c'est les outils SCOF et Expali. Il y aura également des packages de questionnaires pour vous aider à évaluer où vous en êtes sur vos facteurs de risque d'avoir peut-être un jour un TCA. Et donc, si les facteurs de risque sont élevés, on pourra proposer un package de prévention. Et puis, s'il y a déjà un souci, eh bien, on ne s'arrête pas là. On va vous aider à évaluer où vous en êtes sur votre TCA, votre obésité, vos comorbidités, afin de bénéficier de packages, cette fois-ci, d'auto-aide. Alors, voilà un petit peu le logigramme général de ce programme Nutriactis. Donc, une partie en open access qui sera disponible d'ici 2 à 3 mois, au moins en version française et ensuite rapidement dans les autres langues, donnant de l'information et, on l'espère, de la motivation pour participer au programme. Ensuite, vous rentrerez dans la zone avec vos identifiants et vous pourrez parcourir les quelques questions de démarrage du screening avec Expali. C'est très rapide, ça prend quelques minutes à peine. Et ensuite, comme je disais, si tout va bien, tant mieux, mais vérifions les facteurs de risque. Si les facteurs de risque sont élevés, il vaut mieux prévenir et donc vous pourrez bénéficier de packages de prévention avec une réévaluation régulière à 6 mois ou à 1 an en fonction de la situation. Si malheureusement, vu la fréquence des troubles, vous l'avez compris, forcément, on est 10, 15, 20% selon les pays des personnes participantes qui auront déjà un TCA plus ou moins sévère ou une obésité plus ou moins sévère, eh bien sûr, on ne va pas en rester là. On va vous proposer d'évaluer vos comorbidités et plus elles vont être élevées, plus on va vous encourager à bénéficier de packages qui vont vous aider à évaluer où vous en êtes, à faire quelque chose pour changer, et puis vous pourrez être adressé vers une visioconsultation d'évaluation pour confirmer le diagnostic et la situation grâce aux partenaires médicaux dans les différents pays. Voilà. On rentrera un peu plus dans le détail, bien sûr, dans les prochains mois, mais vous avez déjà ici les grandes lignes. Donc, vous aurez dans la partie commune toute une série de documents que vous pourrez consulter. Vous pourrez également
demander des informations complémentaires. Et puis, il y aura une procédure sécurisée sur un site, bien sûr, distinct de vos sites professionnels. Hein. C'est un site qui va être entièrement dédié à cette action médicale de dépistage et de prévention qui vous guidera vers les différentes étapes. On aura également donc ici, vous voyez le cheminement des personnes chez qui le dépistage est négatif. On les amènera vers les questionnaires complémentaires et vers les packages de prévention. Et de l'autre côté, pour les personnes qui seront dépistées comme ayant un TCA, on ira un petit peu plus dans le détail, on caractérisera le TCA avec des questionnaires spécialisés, on organisera un parcours de soins, on identifiera les comorbidités et on vous proposera des packages d'auto-aide et une orientation vers la consultation. Donc vous pourrez revoir tout ça tranquillement sur le replay de la conférence. Et puis bien sûr, nous reviendrons vers vous le moment venu quand tout sera prêt pour le lancement. C'est dommage, on n'a pas la dernière. C'est embêtant parce que sur la dernière, elle est là, voilà. J'avais dû la passer trop vite. C'est la dernière diapositive qui donc vous montre un petit aperçu de notre hôpital, de notre faculté de médecine ici à Rouen en Normandie et qui vous donne l'adresse mail nutriactis@chu-rouen.fr, centre hospitalier universitaire de Rouen.fr. Merci pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Eh bien, justement, merci beaucoup, professeur. Les questions dans quelques instants qui vont être posées par Amélie. Amélie qui est avec nous. Alors, Amélie, est-ce que nous avons une première question? Oui, bonjour à tous. Nous avons plusieurs questions. La première, c'est quel est le traitement pour lutter contre l'hyperphagie nocturne? Y a-t-il un traitement médicamenteux en cas d'échec des thérapies cognito-comportementales? Alors oui, il existe des traitements médicamenteux de l'hyperphagie. Actuellement, nous utilisons surtout certains antidépresseurs comme la fluoxétine ou la sertraline qui, dans des conditions d'utilisation et de dose spécifiques, donnent une assez bonne réponse. Alors, ce n'est pas du 100%, mais ça peut aider à peu près un patient sur deux. Et puis, il y a actuellement d'autres traitements qui sont en cours d'évaluation, certains probiotiques que nous avons développés qui peuvent avoir un intérêt en renforçant la satiété, et puis des études en cours qui explorent le potentiel de certains autres médicaments. Certains sont disponibles en Europe, d'autres aux États-Unis. Certains posent des problèmes éventuellement de tolérance, voire d'accoutumance, donc il faut être quand même prudent et il faut se méfier des solutions miracles. Mais il y a des solutions. Merci, professeur. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut les écrire dans le bas, dans la petite application de chat, et nous récupérons les questions pour les poser en direct, soit au professeur Deschlat, soit à Laurence Antaray qui est avec nous. Une autre question, Amélie? Oui, on a une personne qui nous demande on parle beaucoup, et notamment pendant cette conférence, des troubles du comportement alimentaire, mais a-t-on des solutions, des études pour les personnes qui répondent non aux 5 questions du SCOF, mais qui sont tout de même obèses? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez vu, il y a un chevauchement en particulier chez l'adulte entre les TCA et l'obésité, mais il y a des personnes souffrant d'obésité qui n'ont pas ou qui n'ont plus, en tout cas au moment où on les voit, de troubles du comportement alimentaire. Souvent, ces personnes ont eu des périodes d'hyperphagie dans le passé et puis le trouble du comportement alimentaire s'est calmé, mais il reste à un niveau trop élevé de corpulence. Dans ce cas-là, on a aussi des traitements comportementaux, diététiques, l'activité physique adaptée. Il y a des traitements médicamenteux, peu nombreux, mais il y en a quand même, notamment certains nouveaux traitements qui viennent d'arriver avec des molécules qui agissent sur les récepteurs au GLP-1, une hormone de satiété. Et puis, il y a parfois la chirurgie qui peut être aussi une solution efficace lorsque les traitements médicaux n'ont pas été suffisants. Ok. Laurence, qu'est-ce que les collaborateurs vont pouvoir faire avec le programme NutriActis? Ils vont pouvoir se connecter, ils vont avoir des réponses à des questions. Ça s'adresse uniquement aux collaborateurs de BNP Paribas Cardiff ou est-ce qu'on peut en faire profiter aussi nos proches?
Eh bien, cette plateforme, donc, qui est une plateforme dédiée à un médical qui n'est pas sur laquelle nous n'avons aucune information, je tiens à le préciser. Elle est à la disposition des collaborateurs. Pour le moment, on va démarrer en France et de leur famille. Donc oui, les proches peuvent en bénéficier. Et ensuite, l'idée, c'est de l'élargir donc aux pays dont vous avez vu que ce sont des partenaires scientifiques du professeur Deschlott qui ont été présentés la dernière fois. On est sur le Japon, l'Allemagne, le Brésil dans une première phase. Et en fait, une fois que cette plateforme sera créée, permettra donc à la fois de diffuser la documentation, permettra aux personnes d'effectuer leurs tests autodiagnostiques, permettra de poser des questions qui atterriront directement dans les équipes du professeur Deschlott. On étendra dans les pays qui le souhaiteront et dans les pays où ce sera possible. A priori, le réseau international du professeur Deschlott n'a pas de limite, en tout cas pas pour Cardiff. Donc voilà, on pourra l'étendre. Donc on va y aller progressivement. D'abord la France, ensuite assez rapidement les 3 pays qui sont désignés, puisque à chaque fois il y a des recrutements quand même de personnes qui vont aider à faire fonctionner les plateformes et à répondre, non seulement alimenter, mais répondre. Mais une fois que le principe va être acquis, on pourra développer plus largement, sachant que sur toutes les analyses d'intelligence artificielle, les équipes de la DTD Analytics, de Michael de Toldi, aussi probablement quelques actions d'aide pour que les scientifiques puissent et éventuellement publier des recherches, ce qu'ils auront pu suivre. Donc voilà, c'est une réponse un peu longue, mais oui, pour les collaborateurs, sur un déploiement géographique qui va être cadencé. Je vous rappelle ça en direct, cette émission, eh bien, vous pourrez la voir ensuite, eh bien, un petit peu plus tard sur les sites Econet. Elles seront à votre disposition comme les 2 premières conférences qui, elles aussi, sont en replay et elles aussi à votre disposition. Peut-être une question, là aussi, pour le professeur qui est toujours avec nous. Amélie ? Oui, peut-être en complément de celle à laquelle Laurence vient de répondre, un collaborateur demande si le programme NutriActis sera payant. En fait, c'est moi qui réponds. En fait, c'est Cardiff qui finance le programme. Voilà, c'est un programme, je tiens à le souligner, c'est vraiment une très belle opportunité pour les collaborateurs, leurs familles, et sont un jour les assurés de Cardiff et peut-être plus largement la population, parce que ce programme ambitieux, vous l'avez compris, de dépistage, de prévention et d'accompagnement des TCA à large échelle, nous, ça fait des années que nous travaillons dessus par étapes. On a construit des briques, si on peut dire, de ce programme depuis pas mal d'années en développant des outils de dépistage, les algorithmes et en ayant une grosse expérience clinique de ces prises en charge. Et actuellement, personne n'a jamais fait un programme d'une telle ampleur en santé publique dans ce domaine. Et je pense qu'en participant, on l'espère massivement, les collaborateurs, leurs proches, leurs assurés pourront nous permettre de démontrer que, bien sûr, ce programme est efficace pour repérer les cas et raccourcir le délai entre le début de la maladie et la prise en charge, prévenir à chaque fois que c'est possible ou réduire la sévérité lorsque le trouble est déjà là. Et donc, c'est un coup de billard à plusieurs par ricochet, c'est-à-dire que vous allez vous occuper de votre santé en évaluant votre comportement alimentaire, votre corpulence, celle de vos proches, de vos clients éventuellement, et vous allez aussi contribuer à démontrer que c'est possible de faire mieux, que c'est possible de mettre à la disposition de très larges populations des outils relativement simples, largement diffusés grâce au numérique et qui devraient contribuer vraiment à l'amélioration de la santé publique. Donc, c'est bon pour vous en tant que personne et ça vous fait de vous aussi des collaborateurs de la recherche médicale, de la recherche scientifique qui font avancer les connaissances et les pratiques et qui permettent ensuite d'apporter à la société des solutions là où actuellement on en manque encore assez cruellement.
Merci, professeur. Amélie, autre question? Oui, nous avons un collaborateur d'origine africaine qui dit que pendant la présentation, il n'a pas vu d'études sur l'Afrique. Or, il nous dit que le week-end, il mange bien souvent africain et que s'il doit commencer un travail, cela doit être pris en compte. Or, ces plats sont inconnus des nutritionnistes français. Alors, ce collaborateur a tout à fait raison. Et personne ne doit être oublié, hein, et il y a évidemment, pour de telles actions, absolument besoin de relais dans les pays pour adapter les messages, adapter les propositions à l'environnement culturel, habituel et alimentaire en particulier de chaque pays. Et donc, c'est bien notre intention. Laurence me taquinait tout à l'heure en disant sur mon réseau international infini, mais de façon un peu sérieuse, je connais beaucoup de monde dans le domaine de la nutrition dans de nombreux pays, et petit à petit, nous allons évidemment essayer d'associer le maximum de collègues. Il est vrai qu'il n'y a pas pour l'instant de données publiées dans tous les pays sur les troubles du comportement alimentaire, mais ça augmente de plus en plus. On a fait une étude collaborative au Liban, il y a maintenant des études, il y a eu des études en Égypte, dont je me souviens, enfin, on commence à avoir des données maintenant de plus en plus, et malheureusement, en Afrique comme ailleurs, il y a cette augmentation de l'obésité, des troubles du comportement alimentaire qui parfois coexistent avec la problématique de la dénutrition, de la malnutrition, ce qui en fait vraiment un double fardeau pour les pays africains. Donc je pense qu'évidemment, il faut s'intéresser aussi aux spécificités de chacun des pays. Professeur, une personne qui souhaiterait partager son souci d'obésité avec une autre personne, elle voudrait échanger pour en savoir un petit peu plus, pour savoir son ressenti. Est-ce que vous avez prévu des groupes de parole dans le programme NutriActis? Alors oui, nous réfléchissons effectivement à mettre en place des groupes de parole en se basant sur l'expérience que nous avons déjà depuis pas mal d'années à Rouen avec une association de patients qui s'appelle Nourrir la vie et qui propose une fois par mois un espace de discussion. Et là, pour le coup, avec les outils numériques, c'est assez pratique, qui peuvent être donc animés par un professionnel de santé, qui peuvent être une occasion pour les personnes qui le souhaitent de discuter, d'échanger entre patients ou possibles patients, ou leurs proches d'ailleurs, hein, bien sûr, et un professionnel de santé. Ça peut être une façon de cheminer dans la prise de conscience des difficultés et d'être aidé dans l'accompagnement vers le soin. Merci, professeur. Amélie, est-ce que nous avons une autre question? Il y en a beaucoup. Notamment l'une d'entre elles qui est de savoir comment lutter contre les médicaments qui font grossir et qui sont utilisés dans le cas de maladies chroniques. Et à l'intérieur de cette question, une autre question, est-ce que les laboratoires travaillent dessus? Alors effectivement, dans les causes de prise de poids, il y a aussi des causes médicamenteuses. On sait que certains traitements, par exemple les plus connus sont les corticoïdes ou les antipsychotiques, donc certains médicaments qu'on utilise en psychiatrie peuvent pas mal faire prendre de poids. Les anti-œstrogènes dans le cancer du sein, par exemple. On a malheureusement une liste de médicaments qui sont très utiles et indispensables pour traiter une maladie, mais qui peuvent avoir des effets secondaires sur le poids. Et c'est souvent par le biais d'un dérèglement du comportement alimentaire, hein, par la survenue de grignotages qui deviennent des compulsions. Et puis souvent, il y a aussi une diminution de l'activité physique pour différentes raisons physiques et psychologiques. Donc évidemment, ça représente des situations particulières sur lesquelles il y a aussi des solutions, en tout cas des éléments de solution. C'est vrai, vous le disiez à l'instant, professeur, c'est compliqué aujourd'hui. On a des solutions pour éviter de faire plus d'activité physique. On va plus prendre un escalator plutôt que prendre un escalier. On va plus prendre un escalier plutôt que... On va prendre l'ascenseur plutôt que de prendre l'escalier. Enfin, tout ça, c'est facile. Et on voyait par exemple dans les statistiques que c'était surtout aux États-Unis que le chiffre augmentait très vite. Mais quand on connaît un petit peu les États-Unis, on sait qu'on peut grignoter facilement en se promenant dans la rue. Enfin, il y a plein de choses qui vont nous tenter. C'est compliqué, ça, non? Oui, alors on est dans un système qu'on dit multifactoriel. Il n'y a pas une cause.
ni pour l'anorexie, ni pour l'obésité, ni pour l'hyperphagie. Donc on va avoir l'accumulation de facteurs de risque ou de facteurs comportementaux, dont la sédentarité, bien sûr, hein, qui peut être des facteurs de dérèglement et de surpoids, puis d'obésité. Inversement, on peut voir aussi des gens, vous voyez, sur le versant anorexique, qui ont perdu le contrôle des quantités qu'ils mangent, mais dans le sens de l'insuffisance, et qui vont développer une hyperactivité pathologique. Hein. Et on a aussi donc un certain nombre de personnes qui souffrent de TCA, qui sont des accros de la salle de sport, qui continuent à s'épuiser dans du training forcené alors qu'elles ont un poids beaucoup trop bas. C'est une autre forme, vous voyez, de dérèglement. Donc à chaque fois, il est important d'analyser l'ensemble des facteurs pour essayer d'agir sur chacun de ces facteurs. Les TCA, les troubles du comportement alimentaire dont nous parlons depuis midi. Nous sommes ensemble encore pendant 5 minutes, ce qui nous permet, là encore, Amélie, de pouvoir prendre une question. Alors, est-ce qu'il est prévu dans le programme des éléments pour l'entourage du patient? Comment peuvent-elles aider? Quels sont les bons et mauvais réflexes? Alors, bien sûr, l'approche, c'est important de signaler que la prise en charge de quelqu'un qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire ou d'une obésité, elle doit être globale. Globale pour l'individu, mais globale aussi pour ses proches, pour son entourage. Il y a souvent besoin d'expliquer, parce que ce sont des maladies un peu déroutantes. Je ne peux pas m'empêcher de manger alors que j'ai déjà trop mangé, ou je n'arrive pas à manger alors qu'il faudrait manger, ou je me sens obligé de me faire vomir. Donc, c'est des maladies, ce sont des addictions comportementales, et donc il y a besoin d'expliquer, d'accompagner les proches, et donc, bien sûr, les proches seront associés à la démarche déjà de dépistage, mais aussi dans l'accompagnement, et donc pourront bénéficier de conseils, pourront poser des questions par l'intermédiaire de la plateforme NutriActis. Merci, professeur. Allez, on continue, Amélie, puisqu'il y a plein de questions, tant mieux. Il y a plein de monde qui se sont connectés, c'est génial. Autre question? Une collaboratrice qui demande s'il est possible de s'engager dans ce programme de recherche sans avoir de réels troubles du comportement alimentaire. Alors oui, vous pourrez vous engager. Il suffira de faire le dépistage, comme tout le monde, de rentrer dans le site sécurisé. Si tout va bien, tant mieux. Vous serez TCA négative et vous pourrez participer au programme de suivi avec ou sans package de prévention, parce que l'idée, c'est bien sûr de pouvoir comparer au bout de 2 ou 3 ans le devenir des personnes qui vont bien au départ et qui font rien de spécial et qui ont des risques faibles, celles qui ont des risques élevés et qui font de la prévention, celles qui sont déjà atteintes, chez qui on va faire de la réduction de risque, de la réduction de sévérité. Donc, toutes les bonnes volontés sont bienvenues et vous pouvez aussi en parler autour de vous et à un moment ou à un autre, encourager vos collègues à participer. Merci, professeur. Dans quelques instants, je vais laisser la parole à Laurence parce que ce sera intéressant d'avoir le retour. 33 pays qui se connectent, 33 pays dans lesquels les collaborateurs de BNP Paribas Cardif se connectent. C'est la 3e conférence. Laurence, tu as dû avoir des retours. Quelle est la vue du COMEX aujourd'hui par rapport à ces 3 conférences et les retours que nous avons pu récupérer des collaborateurs? Les retours sont très positifs. Amélie et moi-même les recevons régulièrement, très nombreux à l'issue des conférences, surtout finalement sur l'aspect très opérationnel de ce que nous entreprenons. On n'est pas dans une démarche de communication, hein, on est vraiment dans une démarche d'aide et de soutien à la recherche et de diffusion de données et de diffusion d'informations qui seront pratiques et qui pourraient être mises en place d'abord pour nos collaborateurs, mais aussi pour nos assurés. Certains partenaires ont été contactés, on nous a demandé de les rencontrer et sont prêts à mener des actions avec nous parce que la nutrition fait partie de leurs engagements RSE prioritaires. Donc, beaucoup de résultats positifs et aussi un motif de fierté. Il y a beaucoup de collaborateurs qui nous ont fait savoir qu'en fait, ils étaient très fiers que Cardiff s'engage de cette façon sur ce sujet de santé publique. Donc, pour le moment, nous avons de très nombreux et très bons retours.
Est-ce que nous pouvons déjà savoir, Laurence, ce qui va se passer? Il va y avoir une 4e conférence, une 5e conférence. Il y a d'autres rendez-vous qui vont être proposés aux collaborateurs? Oui, en effet, parce que d'ailleurs, le professeur Deschlot vient de l'indiquer, on le voit au nombre des questions qui sont posées. Notre objectif, voilà, c'est d'ouvrir complètement cette tribune, de donner à de plus en plus de personnes la possibilité d'échanger, de comprendre. Le sujet a été très clairement exprimé et présenté par le professeur Deschlot, mais il n'en a pas obéré pour autant la complexité. Donc, chaque personne est légitime à poser une question, justement, comme ça vient d'être fait. On ne pourra peut-être pas toutes les traiter là, mais on répondra après par mail. Et c'est important d'échanger. C'est bien l'objectif de cette cause pour nous, c'est de faire connaître. Donc oui, d'autres conférences. Tous les mois, nous publions sur Econet des contenus différents, des contenus qui ont été produits par l'UNICEF depuis plusieurs mois. Le premier contenu scientifique va être publié à l'issue de cette conférence et nous aurons des nouvelles tous les mois, tous les 2 mois, selon les périodes. Mais oui, des rendez-vous réguliers. Et donc, effectivement, ce que je voudrais préciser, c'est que l'adresse mail Nutriactis que vous voyez à l'écran, nutriactis@chu-ron.fr, est opérationnelle dès maintenant. Donc, vous pouvez nous poser des questions en français ou en anglais. Nous aurons bientôt également des relais sur les différentes langues nationales, mais pour l'instant, on est sur le français-anglais. Pour le site, il faut attendre encore un petit peu. Et par contre, la documentation de synthèse qui va être diffusée va être prête également en français, en anglais à très court terme. Français, elle est déjà prête, l'anglais dans quelques jours. Et nous aurons dans les prochains jours une version en espagnol et en portugais brésilien. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces précisions. Nous arrivons à la fin de cette émission. Amélie, juste avant de remercier toutes les personnes qui ont contribué, non, je vais le faire maintenant, je vais laisser la parole après à Amélie. Merci Laurence d'avoir participé à cette émission. Merci professeur. Je voudrais aussi remercier la Comcorp qui est aussi derrière nous pour organiser cet événement. Merci aux traducteurs, merci aux équipes Anutrado qui nous ont permis, ce sont les équipes qui proposent cette solution technique de diffusion dans les 33 pays en direct, qui enregistrent cette émission, qui, je vous rappelle, comme les 3 autres conférences, seront disponibles en replay. Merci aussi à vos équipes, professeurs, parce qu'il y a tout le travail que vous réalisez, mais aussi toutes les équipes qui vous aident au quotidien. Vous aurez la possibilité de pouvoir répondre à une petite enquête de satisfaction. Cette enquête, répondez. Merci d'avance parce que nous critiquer, c'est aussi nous permettre de pouvoir nous améliorer. Donc, nous avons besoin de vos retours. Amélie, tu es responsable RSE. Amélie, qu'est-ce qui va se passer? Il reste des questions. Personne ne va y répondre ou on va quand même y répondre en répondant via le chat? Nous allons répondre à toutes les questions. Je tiendrai cet engagement de répondre individuellement à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Et ensuite, on va vous communiquer largement l'email qui a été mentionné par professeur Deschlot, l'email de Nutriactis. Et là, les professeurs et les experts vous répondront en direct. Merci beaucoup Amélie. Amélie, tu es responsable des équipes RSE Corporate. C'est la fin de cette 3e conférence organisée pour vous, pour les équipes de BNP Paribas Cardiff dans les 33 pays, dédiée aux collaborateurs et aussi à leurs proches si vous le souhaitez. Émission disponible en replay juste à la fin dans les alentours de 13h15. Très très bonne journée à vous tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir posé des questions. Merci d'avoir participé. Merci à vous tous. À très bientôt.